Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de BCF. Je me présente, je suis Mélanie Soriol, associée en droit du travail chez BCF. Aujourd'hui, nous entamons notre 7e webinaire. Il s'agit de la partie 3 de la série « Planifier une reprise au travail réussie ». À chaque semaine, vous êtes toujours nombreux à vous joindre à nous et nous en sommes très heureux. Depuis le début de la semaine, plusieurs annonces du gouvernement vont amener des nouveaux défis aux employeurs. On peut penser au retour à l'école qui va, selon les régions, qui vont commencer dans les prochaines semaines, ainsi que de la réouverture de certains secteurs d'entreprise également dans les prochaines semaines. Donc, pour s'entretenir avec vous pendant la prochaine demi-heure, Maître Nicolas Diario et Maître Geneviève Baudin, qui sont tous les deux des avocats expérimentés en droit du travail depuis de nombreuses années, ainsi que des professeurs à l'école du barreau. Je vous invite, comme par les semaines passées, à nous communiquer vos questions via la plateforme. Nous allons en prendre connaissance pendant la présentation et nous répondrons aux questions qui sont les plus fréquentes. Et donc, sans plus tarder, je cède la parole à Maître Diario et Maître Baudin. Merci Mélanie. Merci Mélanie. Bonjour Geneviève. Bonjour tout le monde. Le 13 mars 2020, le gouvernement posait un geste sans précédent. Il déclarait l'état d'urgence sanitaire. S'en est suivi une série de décrets. C'était un premier décret. S'en est suivi une série qui ont eu pour effet, évidemment, de mettre en confinement la population du Québec. Vous êtes plusieurs centaines nous écouter dans ces temps de pandémie, nos webinaires qui portent évidemment sur les enjeux, les défis qui s'offrent à vous. Il y en a évidemment en plus d'autres qui l'écoutent en différé. On reçoit vos questions, on y répond dans toute la mesure du possible. On cherche à y répondre presque toutes. C'est à partir de ça, souvent, qu'on élabore des sujets pour les webinaires à venir. Je dois vous dire qu'évidemment, il y en a certaines qui sont de notre propre cru, mais il y en a un certain nombre que vous inspirez. Donc, on continue évidemment à avoir cette interaction, va-et-vient entre vous. Nous, on vous donne le savoir, la réflexion, les pistes de solutions, les éléments de solution qu'on a, mais continuez évidemment à nous abreuver avec vos questionnements. Et ça fait donc évidemment un échange qui est riche et qui contribue évidemment à tous de progresser dans cette situation sans précédent. Dans les sujets que nous avons aujourd'hui, nous avons évidemment les nouvelles actions gouvernementales. Il y en a chaque semaine qui s'ajoutent, donc on en a d'autres cette semaine. Et évidemment, un des enjeux importants qu'on a cité cette semaine, ça a été celui de l'école, de la réouverture des écoles. Et évidemment, c'est une question qui a une incidence considérable et directe sur la reprise du travail, puisqu'évidemment, pour que les parents puissent venir travailler, bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de leurs enfants, s'ils n'ont pas accès à l'école, ou dans quelles circonstances ils ont accès à l'école. Donc, on va aborder ces éléments-là qui en découlent. Et c'est posé aussi beaucoup la question, parce qu'on parle beaucoup des décrets gouvernementaux, des arrêtés qui ont été adoptés, mais aussi on parle de recommandations, on parle de directives, et il faut voir quelle est la valeur de ces instruments-là, parce qu'on est dans une société de droit, donc vous devez avoir la possibilité de savoir exactement quelle est votre situation juridique. Et ça amène aussi, Geneviève, à travailler évidemment en mode télétravail considérablement. Et il y a des enjeux énormes de vie privée qui ont été soulevés, protection des données et aussi les défis que ça pose, les nouveaux instruments, les nouvelles applications qu'on utilise. On veut ici, dans un premier temps, dans le cadre de ce webinaire, soulever certaines interrogations sur lesquelles on aura sans doute à revenir. Et une question qu'on avait abordée la semaine dernière, qu'on vous donnait comme piste de réflexion, parce que plus vous progressez, plus vous êtes nombreux à poser maintenant la question, est-ce que vous prolongez la mise à pied ou est-ce que vous rendez à l'évidence que vous êtes mieux de licencier certains employés? Et à travers ça se pose la question, est-ce qu'il y en a certains qu'il faudrait simplement congédier parce que vous êtes rendu à un stade de cette relation-là où elle devrait prendre fin et vous avez des motifs pour le faire. Donc, on va vous guider à cette mission-là. Et il y a aussi, évidemment, dans tout ça, on l'entend beaucoup parler, beaucoup plus peut-être pour les syndicats, disons, des secteurs publics, certainement.
on l'a entendu dans le milieu scolaire, mais également les services prioritaires. Et là, maintenant, il faudra voir chez vous, dans vos organisations, parce que ça, c'est des questions que vous nous posez. Comment se positionnent les syndicats, comment se positionnent aussi par rapport aux syndicats. Tout à fait. Alors, si on va avec le premier sujet, les nouvelles actions gouvernementales, alors c'est notre 7e webinaire cette semaine, donc ça devient un rendez-vous hebdomadaire. Et donc, depuis cette semaine, on voit beaucoup d'arc-en-ciel, on voit beaucoup de messages, ça va bien aller, mais cette semaine, on a des belles nouvelles du côté du gouvernement avec la réouverture, comme disait Nicolas, des écoles primaires, mais également des garderies et la reprise de trois secteurs d'activité majeurs. Donc, vous avez les détails à l'écran. Les deux premiers, les réouvertures des écoles primaires et la réouverture des services de garde, évidemment, c'est deux gros morceaux de votre casse-tête comme employeur pour pouvoir reprendre vos activités et avoir votre main-d'œuvre disponible pour fournir la prestation de travail. Donc, c'est des gros morceaux, mais évidemment, il y a certains bémols. Le premier, c'est que la fréquentation des écoles primaires va être non obligatoire. Donc, c'est sûr que vous allez avoir des situations où des employés, par choix, pour différentes raisons, vont préférer garder les enfants à la maison. Donc, on va l'aborder un petit peu plus tard aussi, la problématique à ce niveau-là. Au niveau des services de garde, je veux porter à votre attention que possiblement, présentement, vous êtes un service prioritaire d'urgence et que vous avez, vos employés, en fait, ont accès à un service de garde d'urgence. Donc, ce service de garde-là va prendre fin le 15 mai prochain. Donc, il y a certains de vos employés qui ne seront pas contents de avoir des difficultés à se trouver une place. Mais d'un autre côté, tous ceux qui avaient déjà une place en garderie, là, ils vont pouvoir la récupérer et envoyer leur enfant dans les CPE, etc. Maintenant, évidemment, il peut y avoir certaines problématiques. On sait, les CPE, c'est débordé. Alors, peut-être que vous avez des employés, que c'est grand-papa et grand-maman qui gardaient. Ça peut soulever des éléments là, au niveau des ressources humaines. Mais donc, ça va être des cas par cas là, à gérer. Au niveau de la reprise des activités, je veux vous souligner que la reprise est faite en concertation avec 4 grands acteurs, dont la santé publique puis la CNSST. Donc, vous avez possiblement une entreprise où le tout est arrêté depuis 5, 6, 7 semaines et vos employés ont écouté évidemment beaucoup de nouvelles. Le niveau d'anxiété monte. Donc, quand vous allez les rappeler au travail, évidemment, rappelez que le tout est conforme là, à la santé publique et à la CNSST. Ça peut drôlement aider au retour. Maintenant, un autre, dans les reprises des activités, on a à l'écran les détails des 3 grands secteurs qui vont pouvoir réouvrir. Un aspect que là, vous n'avez pas nécessairement vécu jusqu'à présent, ceux qui vont pouvoir réouvrir dans les prochaines semaines, c'est toutes les réticences ou les refus des employés de revenir au travail parce qu'ils ont la PCU. Alors, certains vont dire, non, moi, je préfère rester à la PCU. D'ailleurs, on a une question présentement à cet égard-là. Alors, ce n'est pas une raison parce que vous recevez la PCU de refuser de retourner au travail. Donc, à la base, c'est la prestation de travail qui doit être effectuée, toujours dans le contexte où vous êtes un service prioritaire qui pouvez réouvrir. Vous allez possiblement aussi avoir une problématique au niveau des étudiants. Alors, hier... En fait, sur le refus de la PCU, n'oubliez pas, une personne qui perçoit la PCU et qui refuse un rappel au travail est disqualifiée. Elle n'a plus. C'est une condition d'éligibilité de la PCU de ne pas refuser le travail. Donc, à ce moment-là, il y a c'est un filet social, donc c'est pour remplacer l'assurance emploi. Le relevé d'emploi, il y a une modifiée même qui peut être émise et dans laquelle on informe les autorités qu'il y a eu un emploi qui a été refusé. Alors, pour les étudiants, donc, possiblement, là, vous engagez des étudiants pour la période estivale. La problématique peut survenir aussi. Hier a été adoptée la PCUE, donc PCU, mais pour les étudiants. D'autres conditions, là, on est à 1250 par mois pendant 4 mois, de mai à août. Donc, il y a certainement des étudiants qui vont préférer là, de profiter de la période estivale plutôt qu'aller travailler, même si le salaire qu'ils vont gagner peut être un peu moindre, etc. Donc, ça va être une problématique. Alors, je vous invite, si vous avez des types de problèmes comme ça dans vos entreprises, peut-être de vous
vous adresser à vos organisations sectorielles pour soulever le problème, puis que des modalités différentes qui soient adoptées par le gouvernement. La PCU, c'est un bon exemple. Au départ, les employés ne pouvaient pas fournir de prestations de travail et recevoir un salaire en même temps que la PCU. Par contre, il y a plusieurs employeurs, possiblement d'entre vous, qui avaient soulevé le problème que, oui, mais des fois, moi, j'ai besoin de rappeler des gens pour quelques heures par semaine. Et le gouvernement a pris action à cet égard-là. Et on arrive là avec un 1 000 $ par mois de revenus possibles en même temps que la PCU. Donc, n'hésitez pas là, à adresser ces problématiques-là. Maintenant, d'autres types d'actions gouvernementales, les outils de la CNSST. Donc, comme je vous dis, elle participe beaucoup, elle est en étroite collaboration avec le gouvernement pour débloquer des secteurs d'activité. Cette semaine, elle a mis des nouveaux guides pour le secteur manufacturier et pour le commerce au détail. Il y avait déjà la construction parce que c'est un secteur qui avait commencé à ouvrir partiellement. Donc, c'est important de consulter ces guides-là. Il y a une panoplie de choses pour vous comme employeur, votre obligation là, de déterminer là, les risques et comment les éliminer. Les problématiques quand un employé se présente au travail qui est symptomatique, des mesures d'hygiène pour les milieux de travail, mais également les outils de travail, des choses comme ça. Donc, vraiment à consulter, puis c'est évolutif. Hein, ces guides-là, tout comme ceux de l'INSPQ. Pour ce qui est de la règle de l'Institut national de santé publique. Une autre abréviation qu'on connaît maintenant. Oui, merci de le rappeler. Alors, pour ce qui est de la distanciation sociale, je vous rappelle que quand on est à l'extérieur, c'est le 2 mètres qui est obligatoire, mais dans les milieux de travail, c'est 2 mètres dans la mesure du possible. Alors, ces guides-là, la CNSST et de l'INSPQ, vous donnent des mesures à prendre si vous n'êtes pas capable d'assurer ce 2 mètres de distance-là. Alors, ça peut être par des barrières physiques, ça peut être par une réorganisation du travail, des équipes du travail, des horaires de travail. Ça peut être par le fait de fournir des équipements de protection individuelle, des choses comme ça, adaptés à vos entreprises. Un autre sujet, la SUC, la Subvention salariale d'urgence du Canada, le fameux 75 %. Le portail a été mis en œuvre là, lundi dernier. Alors, c'est possible là, de déposer nos demandes. Le gouvernement a promis un traitement rapide. On va voir donc dans les prochains jours comment sont débloqués les fonds. Un élément important, c'est que cette subvention-là, c'est possiblement votre service des finances qui le demande, le comptable, etc. Faites le suivi auprès de la personne concernée pour s'assurer que la subvention a été demandée, mais également là, si elle a été acceptée, etc. Puisque si vous êtes dans les ressources humaines, relations de travail, etc., assurément, les employés vont vous en parler, donc vous allez pouvoir donner des nouvelles. On a constaté en posant des questions, parce qu'on recevait des appels à ce sujet-là, que dans l'échange, on dit « Ah, ben oui, mais c'est quelqu'un qui a dû faire l'entrée du formulaire ou l'entrée de données ou quoi que ce soit. » Il faut qu'il y ait un élément de vérification assez rigoureux qui soit fait pour ne pas vous retrouver avec une surprise qu'on dise « Bien, écoutez, il manquait tel élément, telle case et on n'a pas compris l'information ou quoi que ce soit et que ça retarde indûment votre demande. » Donc, il y a un élément de vigilance qui doit être exercé de la part des organisations à cet effet-là. Tout à fait. Maintenant, hier, il y a aussi eu certaines directives pour la libre circulation entre des régions. Ça va commencer, ça va être très progressif, donc à partir du 4 mai prochain, ça va suivre dans les prochaines semaines, différentes régions à différentes étapes qui vont pouvoir réouvrir à la circulation. Donc, si vous aviez des employés qui devaient circuler entre régions, ça facilitera le travail. Maintenant, je reviens sur la réouverture là, des écoles et des garderies dans la situation où l'employé dit « Moi, je fais le choix de ne pas envoyer mon enfant dans ce système scolaire-là pour l'instant. Alors, ce que je dois l'accommoder, gérer l'absentéisme. » Deux rappels importants, deux prémices de base. Tout d'abord, il n'y a pas d'obligation d'accommoder. Je souligne obligation d'accommoder. Pour les entreprises qui sont assujetties à la Charte québécoise, l'État civil ne comprend pas la situation familiale. Donc, on ne parle pas ici d'obligation d'accommoder, vraiment. Deuxièmement. Et évidemment, ayez bien à l'esprit. Quand on parle, par exemple, d'un employé qui a un handicap, on parle de l'obligation d'accommoder. Ça, c'est parce que le handicap, c'est un motif de discrimination prohibé. Donc là, il y a jurisprudentiellement et législativement des éléments qui soutiennent une obligation que vous êtes imposée d'accommoder l'employé qui a un handicap. Ici, en matière de parentalité,
de situation familiale, ça n'existe pas, ce devoir d'accommodement. Ça, c'est la nuance importante. C'est ça. L'obligation, en fait, n'est pas là. C'est plus, par exemple, en vertu de la loi sur les normes du travail, on a déjà parlé des 10 jours d'obligation légale. Ça, c'est d'autres choses. Mais là, on parle ici d'accommodement. Donc, il n'y a pas ce type de libellé. Donc, ça ne doit pas être abordé sous l'angle d'un travail, d'un chantier concernant l'obligation d'accommodement. On peut parler, par exemple, d'aménagement, si vous voulez faire des choses, des aménagements de conditions de travail, etc., de concert avec l'employé, mais faites attention au vocabulaire utilisé. Deuxième prémisse, le droit d'exiger la prestation de travail. Donc, à la base, le contrat de travail, dans la mesure où votre entreprise, les activités sont permises de reprendre, vous pouvez exiger la prestation de travail. Maintenant, comment vous allez gérer la situation? C'est vraiment très contextuel. Il faut regarder tous les faits. Puis évidemment, avec le contexte de la COVID, il y a des considérations juridiques à tout ça qui sont assez particulières. Par contre, définitivement, on va faire preuve à la créativité des employeurs dans ce cas-là. Vous devez regarder c'est quoi vos possibilités, vos besoins, etc., puis jusqu'où vous pouvez aller dans les situations en cause. Créativité, mais également participation, collaboration des employés. Ça va être important dans est-ce que vous allez prendre certaines mesures ou pas. Je vous donne un exemple. Un employé, dis-moi, mon enfant, je dois le garder à la maison parce qu'il va à l'école. Et je décide de ne pas l'envoyer à l'école. Ah, OK. Quel âge a l'enfant? C'est légitime comme question dans le contexte. Ah, ça, c'est ma vie privée, je ne veux pas en parler. Là, on a un manque de collaboration. Alors, comment voulez-vous à ce moment-là participer avec l'employé, d'aménager des conditions de travail? Donc, ça, c'est des types de choses qui vont peut-être mener vers un absentéisme qui va être plus volontaire. Donc, une distinction entre l'employé qui ne veut pas non plus revenir et l'employé qui ne peut pas. Alors, il faut collaborer avec l'employé en question. Si l'enfant, par exemple, est en secondaire 4, qu'on apprend qu'il est en secondaire 4, bien, actuellement, les enfants au secondaire, là, ils peuvent se garder seuls. À cet égard-là, je vous souligne qu'au Québec, il n'y a pas d'âge limite là, pour savoir est-ce qu'un enfant peut se garder seul ou pas à la maison. Par contre, c'est important de le mentionner, en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, si un enfant est seul à la maison et qu'il a en bas de 12 ans, et par exemple se blesse, etc., la DPJ pourrait intervenir. Donc, évidemment, ce n'est pas le cas là, pour les situations des enfants au secondaire. Donc, c'est important de bien documenter la situation, avertir le plus tôt possible aussi les employés. Donc, vous savez que dans les prochaines semaines, vous allez pouvoir réouvrir. Vous pouvez cibler les gens qui vont devoir revenir au travail, avertissez-les pour qu'ils puissent se faire un plan A, B, C, etc. Quand je parlais de l'obligation d'accommoder, donc ça n'existe pas. Il faut avoir à l'esprit quand ça n'existe pas, quand on regarde le droit du travail au Québec. Donc, en ce qui concerne la législation provinciale, parce qu'au fédéral, évidemment, la condition familiale est un motif qui est reconnu dans la loi canadienne sur les droits de la personne. Alors là, à ce moment-là, on pourra parler d'un devoir d'accommodement, mais c'est un devoir d'accommodement pour les obligations objectives, c'est-à-dire des choses qui sont des incontournables, comme voir à la sécurité de notre enfant ou voir à son éducation, et non pas à des choix personnels comme l'inscrire dans l'école. Puis une obligation là, de la part du travailleur aussi de prendre des mesures pour limiter le plus possible ses absences. Alors, on arrive maintenant au décret. Geneviève, c'est possible de reculer le diapositive numéro 6, juste un moment. Oui. On va revenir juste en arrière, je dois montrer quelque chose à la diapositive numéro 6. 6? Non. 6 et 8, c'est ça? 8, 7, 6, on recule. Et par le contexte, on peut se faire. Ça, c'est 6, ça, c'est 7. Alors, et voilà, bon, c'est ça, parce qu'on apprend à compter, évidemment, en avançant, puis on apprend aussi, on se pratique. Les autométries sont pas encore ouvertes. On se pratique aussi en reculant, et ça nous fait voir si on les maîtrise bien aussi. Vous voyez ici, on vous donne l'exemple des outils CNESST, guide général, guide pour les secteurs. Vous allez les consulter, je vous encourage à le faire. Il y a beaucoup de questions que vous posez et il y a des réflexions qui ont été faites et des réponses qui vous sont données. La question que vous allez vous poser, c'est est-ce que je suis obligé de respecter ça? La réponse, c'est non. Ce guide-là, c'est pas une loi, c'est pas un règlement. Certaines des réponses dans le guide sont basées sur la loi. Certaines sont basées sur des règlements, certaines sont basées sur des réflexions, simplement l'objet d'une réflexion. Ce n'est donc pas un document qui en soi est une loi ou qui en soi est un règlement.
quand on voit les recommandations de l'Institut national de la santé publique du Québec, dans ces recommandations-là, encore là, il faut voir. Il y en a certaines qui sont basées sur des textes de loi, des choses qui sont écrites dans des lois. Il y en a qui sont basées sur des choses qui sont écrites dans des règlements. Il y en a qui sont écrites dans des décrets ou des arrêtés, qui ont donc force de loi. Mais il y en a d'autres qui sont des suggestions. Et quand on les lit, évidemment, on ne sait pas où commence la loi et où finit la suggestion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en soi, ce document n'est pas une loi et n'est pas un règlement. Donc, on ne peut pas faire approcher, vous dites, vous avez contrevenu au guide général de la CNESST, ça c'est impossible. On ne peut pas vous faire dire que vous avez contrevenu au document de recommandation de l'Institut national de la santé publique du Québec. Et donc, on va continuer, on va aller et on va venir. Donc là, on va aller à 9, puis on va revenir en arrière. Les décrets, vous voyez, les décrets, le gouvernement en a adopté plusieurs, en vertu de l'article 123 de la loi sur la santé publique. Ça, c'est un article qu'on avait peu entendu parler, mais qu'on va entendre parler de plus en plus au fur et à mesure que, et il faut vous dire, le jour où on va trouver un vaccin, là, on va en entendre parler beaucoup plus. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le moment, les gens sont préoccupés par, évidemment, leur santé et celle de leur famille et de leurs proches. Et on ne parle pas beaucoup de droits. Mais vous allez voir que dès qu'on a commencé à parler un peu de retour à la normale ou de déconfinement, bien, les gens ont commencé à se manifester. Il faut vous en donner des exemples. Mais regardez l'article, ce qu'il dit 123. Au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, important, le gouvernement ou le ministre, et dans le cas ici, c'est la ministre, si elle a été habilitée, peut sans délai, et notez, sans formalité, pour protéger la santé de la population, ordonner la fermeture d'établissements d'enseignement. Et là, c'est un peu curieux comme formulation, ou de tout autre lieu de rassemblement. Donc, tout autre lieu de rassemblement à des fins scolaires, ou le Centre Bell. Alors, qu'est-ce qu'on vise? C'est un peu curieux comme formulation. Interdire l'accès à tout ou partie du territoire concerné ou n'en permettre l'accès qu'à certaines personnes et qu'à certaines conditions. Alors, Carrefour Laval, est-ce que c'est une partie du territoire? Est-ce que ça permet de fermer le Carrefour Laval? Alors, il y a des questionnements comme ça qui vont devoir être adressés éventuellement. Faire les dépenses et conclure les contrats qui jugent nécessaires. Évidemment, on a vu ce matin le genre de dépenses, 45 millions pour des masques qui n'existaient pas. On a vu ça dans la manchette ce matin. 8, ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé. Donc ça, évidemment, c'est le 8e élément qui est mentionné et qui doit donc se lire comme du même genre de prohibition qui se trouve indiqué là-bas. On poursuit. Et dans les décrets, donc, on en a eu plusieurs. Il y en a eu un autre hier. Ce matin, qui prolonge la période. C'est un peu curieux parce que la période, c'est de 10 jours en 10 jours, alors que la même loi, elle dit que si c'est plus de 30 jours, il faut aller devant l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas été fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit que présentement, il y a déjà eu une contestation. Il y a un requérant qui a présenté une requête d'habeas corpus. Et l'habeas corpus, c'est une procédure en droit qui essentiellement veut dire amener le corps. Parce que c'est une personne qui prétend priver de sa liberté. Et elle requiert d'établir devant un tribunal pour justifier pourquoi on l'a prive de sa liberté. Le tribunal, dans ces circonstances-là, a conclu que ce n'était pas le bon véhicule. Ce que vous voulez contester, c'est les décrets, c'est les arrêtés, parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas faire son travail, qu'il ne pouvait pas faire scolariser ses enfants, qu'il ne pouvait pas exercer sa religion, il disait qu'à part qu'il ne pouvait pas voir sa famille, et tout ça. Donc, c'est les éléments qui étaient de contestation. Et c'est pour ça qu'on vous parle du fait que le possible exercice, le tribunal l'a reconnu, c'est celui de la demande de contrôle judiciaire. Des exemples de questionnements que ça soulève, c'est évidemment la fermeture le dimanche. Vous avez vu, je vous ai montré l'article 123. Est-ce qu'on y voit là-dedans des dispositions qui permettent le gouvernement de dire on ferme le dimanche? Et à ce moment-là, pourquoi le dimanche et pas le mercredi? Pourquoi pas une autre journée? Ces explications n'ont pas été fournies, mais c'est des éléments qui pourraient faire surface. Éventuellement. Un autre exemple qu'on vous donne, les suspensions de délai en matière pénale et administrative. On a vu les dispositions. Alors, est-ce que ces dispositions-là autorisent à faire ce genre de ces éléments-là? Pourquoi on vous parle de tout ça? Bien parce qu'évidemment, tout comme le reste de la planète, en fait, on avance évidemment dans un nuage, dans une pénombre, et c'est un monde nouveau qu'on construit. Et nous, on vous encourage donc beaucoup à documenter, beaucoup à tenir des registres,
parce que plus tard, quand on va retourner pour examiner les conséquences qui découlent de ce confinement et de cette interruption des activités, bien, vous voudrez peut-être voir qu'est-ce qui s'est passé exactement dans votre situation personnelle. Et là, les courriels, bien, au lieu de les purger puis de les effacer, ça serait peut-être bon de les garder à la portée de l'œil. Bon, évidemment, on vous parle de vie privée, de protection des données, des défis. Pourquoi? Je vais être très bref ici parce qu'on fait évidemment un webinaire aussi sur la protection des données personnelles. Il y a un élément qui est devenu très problématique. En fait, il y en a deux. On les mentionne là-bas. C'est qu'il y a Zoom et tous les autres, hein, parce qu'il n'y a pas juste Zoom, il y a beaucoup d'autres de pareils outils. Et on fait des fois un excès de Zoom, parce que c'est plus des excès de zèle qu'on fait, mais c'est des excès de Zoom. Mais ça, c'est des éléments qu'on pourra examiner avec vous, avec des équipes de psychologues. Mais c'est évidemment toutes les vulnérabilités. Alors, c'est pas juste le Zoom bombing, quelqu'un qui va arriver et qui va se présenter dans participer à ça, mais c'est par exemple l'obtention des mots de passe. Souvent, c'est ça qui est extrêmement problématique. Donc, il y a un exercice de vigilance accru qui doit être fait, puisqu'il y a beaucoup trop de cas qui nous sont rapportés. Et la géolocalisation, pourquoi on vous en parle? Parce qu'évidemment, quand on a un téléphone cellulaire, on est capable de le géolocaliser, donc on peut savoir exactement où le téléphone se trouve. Et s'il est à vous, on va présumer que c'est vous qui êtes avec le téléphone. Alors, on annonce qu'il y a des études très, très poussées, il y a une réflexion très avancée par le gouvernement qui est faite pour utiliser des applications ou des outils informatiques ou technologiques qui vont permettre d'identifier où se trouvent les personnes qui ont contracté le coronavirus et donc les personnes avoisinantes. Ce qui voudrait dire que vous qui fournissez des téléphones cellulaires à votre personnel, vous devrez évidemment être très sensible au développement de cela parce que ce sont vos outils qui vont être interpellés et vous avez évidemment des obligations concernant ces outils-là et dans la manière dont vous les mettez à la disposition de vos salariés. Il y a donc un suivi qui va devoir être fait à ce niveau-là. Autre sujet là, que tu avais abordé la semaine dernière, Nicolas, que tu voulais approfondir un petit peu cette semaine. Oui, c'est ça. Ce que je veux vous mentionner, c'est ceci qui est bien important. C'est que là, on recommence à faire des rappels et les employeurs nous disent, écoutez, on est en récession. Nous, on retourne à 80% du niveau. Il y en a que c'est moins que ça. Il y en a que c'est beaucoup moins que ça, d'ailleurs, dans certains secteurs, que vous pouvez aisément deviner lesquels. Et qui disent, écoutez, on ne peut pas retourner à ça, mais à ce moment-là, est-ce qu'on ne devrait pas licencier immédiatement? Évidemment, licencier immédiatement présuppose qu'à ce moment-là, il y a des indemnités qui doivent être payées. Il y a des avis qui peuvent être donnés. Mais évidemment, quelqu'un qui est en mise à pied, à qui on donne un avis, puis on lui dit dans un an, ton emploi va prendre fin, bien, cet avis-là ne vaut pas grand-chose dans la mesure où il est déjà en mise à pied. Il est à noter qu'il ne vaut pas grand-chose pour la loi sur les normes du travail. En ce qui concerne le droit commun, donc, qui excède beaucoup les sommes qui sont prévues à la loi sur les normes du travail, il pourrait donc avoir une utilité. C'est pour ça qu'on veut vous inciter à faire cette réflexion-là. Ce sur quoi on doit vous mettre en garde, on doit vous prévenir, c'est qu'on assiste présentement à des situations où on profite du licenciement ou de la mise à pied. Le mot « profite » n'est pas juste, mais il est imagé. Parce que ce qui nous éclaire, c'est dans le fait que plutôt que d'adresser le cas de congédiement et le documenter, le localiser comme tel, on essaie de façonner le licenciement. Il faut savoir que nous, on reçoit beaucoup d'appels d'employeurs. Beaucoup d'appels d'employeurs. Mais à travers ça, il y a des gens qui regardent l'avocat, ils pensent qu'on représente des salariés aussi, et on reçoit beaucoup d'appels de salariés. Donc, s'ils nous appellent nous, puis nous, on leur dit qu'on ne peut pas les représenter, ça veut dire qu'ils vont aller voir d'autres avocats qui, eux, vont les représenter. Et dans ces circonstances-là, il faut donc être prudent. Et la conclusion pour cet aspect-là, c'est que si vous décidez de congédier, faites-le et documentez le dossier et procédez avec un congédiement en bonne et due forme. Maintenant, un dernier sujet, là, les syndicats à l'ère de la pandémie, c'est un sujet qu'on va revenir aussi là, par la suite, Nicolas. On voulait vous faire part un peu de nos observations. Présentement, évidemment, il y a toutes sortes de syndicats avec toutes sortes de préoccupations. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus revendicateurs ou d'autres, il y en a qui sont beaucoup plus intrusifs là, dans les systèmes de décision de l'employeur. Mais de façon générale, on peut dire que les syndicats laissent là, vraiment l'employeur essayer de gérer la situation, prendre des décisions, trouver eux-mêmes les solutions. Par contre, évidemment, ils sont à l'affût des préoccupations de leurs membres et au besoin là, d'intervenir, surtout là, ce qui
primordiale, santé, sécurité de leurs membres, ne veulent pas non plus se faire reprocher de ne pas avoir pris toutes les actions possibles. Un élément qu'on voit de plus en plus, c'est les demandes de paiement de primes par des syndicats, mais si on n'est pas en vertu de conventions collectives. Des fois, les syndicats vont nous dire « Ah, bien, c'est l'employeur peut avoir la subvention canadienne d'urgence, il se met ça dans les poches, donc nous, on devrait aussi mettre dans les poches des employeurs. » Il faut dissiper ça, il faut absolument dissiper ça. Parce qu'évidemment, cette subvention-là, il faut subir une perte de 30%. Et en plus, l'argent, on la prend, on la met dans les poches des salariés. Donc, cette croyance-là que c'est un cadeau qui est fait aux employeurs, c'est primordial de clarifier ça. Et je dois vous dire, c'est quand même bien répandu parce que je regarde le volume d'appels à ce sujet-là. C'est donc une préoccupation importante. Puis enfin, je vous rappelle là, que les délais de maraudage et les requêtes en accréditation ne sont pas suspendus présentement. Alors évidemment, les réactions des syndicats peuvent différer là, selon où ils en sont dans les calendriers de maraudage. Et des fois, ils vont être beaucoup plus insistants pour certaines autres raisons. Alors écoutez, il me reste à vous remercier. Merci Geneviève. Merci à toute l'équipe de droit du travail et de l'emploi de BCF. On a une très belle équipe, on est nombreux, on est extrêmement occupés. C'est une période effectivement dynamique, qui est très accaparante, mais on vous remercie vous et on vous remercie pour vos suggestions, vos questions et vos commentaires. Alors, bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.